Coucou, on se retrouve dans mon habit de lumière, vous remarquerez, voilà, pour mon top des lectures de 2024. Donc c'est parti, on y va. Il a été extrêmement difficile de ne choisir qu'un nombre restreint de lectures, puisque si vous avez suivi les vidéos, vous savez que j'ai lu 290 livres. Je pense que le bilan sera sorti avant cette vidéo top, parce que ça me paraît plus logique comme ça. Il a fallu que je choisisse, il a fallu que je sois très stricte, très sévère, et que je me creuse les méninges pour sortir seulement 15 lectures dont j'ai envie de reparler, qui ont été des coups de cœur absolus et qui ont tous quelque chose à apporter, je pense. J'ai fait un mix entre le côté très subjectif de mes goûts, de ce que j'aime, et un aspect un peu plus objectif, des livres que je pense en fait importants par les messages qu'ils véhiculent, enfin par plein de choses, ou par le style d'écriture, enfin voilà. Donc ça a été dur, mais j'ai réussi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de faire ça de manière, enfin de la moins bonne des meilleures jusqu'à la meilleure, en sachant que la moins bonne des meilleures, c'est déjà une pépite absolue, puisque sur 290 livres, vous imaginez bien que des coups de cœur, il y en a eu un certain nombre, plus que 15, et que des excellentes lectures aussi. On y va tout de suite avec la 15e lecture. La 15e lecture dont je voulais vous parler, c'est Fleur de Bastion et le renard masqué de Jolane C. Bertrand. Si vous avez suivi les vlogs, je l'ai lu il y a pas très longtemps, donc vous l'avez vu passer il y a pas très longtemps. C'est une lecture que j'ai adorée. J'ai trouvé ça extrêmement bon, j'ai trouvé ça intelligent, j'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé ça riche. C'était impeccable, il n'y a rien à redire pour moi sur ce livre, je l'ai vraiment adoré. C'est un jeunesse, assez jeunesse, 8 ans, 10 ans, par là je pense, où on va suivre une duchesse qui arrive donc sur un duché, sans grande surprise, et la duchesse manque d'être assassinée, en fait on va suivre toute l'enquête, on va chercher qui, pourquoi, comment. Et de manière logique, on va suivre différents personnages qui vont mener l'enquête. Et j'ai adoré tous les personnages, j'ai adoré les messages qui étaient véhiculés en termes de racisme, de xénophobie, de rejet d'autrui. C'est vraiment un livre qui, sous des airs très jeunesse, très mignon, enfin mignon, c'est vite dit quand même, mais voilà, a des vrais messages à faire passer, et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était intelligent, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, j'ai vraiment hâte d'avoir la suite, et je ne peux que vous encourager à le découvrir si vous aimez la jeunesse, mais à défaut de le faire lire au public cible. Si vous avez des enfants dans votre entourage qui aiment lire, je pense que vraiment, enfin, à partir de 8 ans pour les bons lecteurs, autrement 10 ans peut-être, mais vraiment ça se lit très bien, c'est très joli, même c'est esthétiquement très beau. D'ailleurs, la couverture est de Mad et j'adore son travail d'illustration, je le trouve sublime. Bref, rien à redire sur cette lecture. Vraiment, pour moi, c'était impeccable, c'était parfait. Et je ne peux que vous encourager à découvrir la plume de Jolane C. Bertrand, parce que tout ce que j'ai lu de lui était intelligent, était bon, était véhiculé plein de messages positifs sur plein de choses différentes. Donc Fleur de Bastion, pour moi, petite pépite. La 14e lecture que je vais vous présenter, c'était De délicieux enfants de Flore Vesco, qui est sa sortie de 2024. Et comme à chaque fois, ou en tout cas depuis quelque temps, c'est ce que fait Flore Vesco, c'est une réécriture de contes populaires assez connus, puisqu'ici c'est une réécriture du Petit Poucet. Et j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré le travail sur la langue. Vraiment, Flore Vesco, s'il y a une chose à retenir de tout ce qu'elle peut dire au-delà des messages qu'elle véhicule, c'est le travail sur la langue, le travail sur l'écriture. C'est ce genre de livre qui a un intérêt sur le fond, sur la forme, qui peut s'étudier au collège sans souci, parce que ça véhicule à la fois des messages importants en termes d'amitié, de famille, d'amour, de découverte du corps, de sexualité, de mille et une thématiques, de pauvreté aussi, donc de lutte des classes quelque part, et sur la forme, parce que c'est un travail extrêmement chiadé. C'est exceptionnel, c'est hyper bien écrit. Alors après on accroche ou on n'accroche pas, mais pour moi il y a un réel intérêt à découvrir Flore Vesco quand on est adolescent, d'autant que c'est à mettre en perspective des contes qu'on a pu étudier par le passé, et cette nouvelle vision apporte vraiment quelque chose au conte, et je parle de Délicieux enfants, mais des autres aussi en fait, de manière générale. J'ai particulièrement aimé de Délicieux enfants parce qu'il y avait tout un jeu sur la fin que j'ai trouvé incroyable. Donc, la fin FAIM, donc la fin très concrète, avoir faim, être pauvre, ne pas pouvoir se nourrir, mais aussi la fin sensuelle, et j'ai trouvé que c'était
incroyable. En plus, on a un petit plot twist à un moment que j'avais pas trop vu venir, qui était très bien fait, très bien amené, enfin bref, c'est une pépite. C'est vraiment un excellent livre. Je ne peux que vous inviter à le découvrir. Je pense que de tous ceux que j'ai lus de Fleur Vesco jusqu'à présent, c'est mon préféré. C'est celui qui pour moi est le plus surprenant, abouti, et il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ce livre. Peut-être aussi parce que ça parle plus ouvertement, en fait, je pense, de pauvreté et de tout ce que ça peut impliquer. Donc c'est une pépite à découvrir, à lire et à faire découvrir à des préados, ados. Le 13e livre dont j'aimerais vous parler, c'est encore un jeunesse. Alors, je sais pas que je trouve que les adultes sont meilleurs que les jeunesses, mais écoutez, ça s'est fait comme ça. C'est Le Message de la Tortue de Bérengère Cournot, qui était un cadeau d'Emmeline, qui est un très court ouvrage, qui était exceptionnel. Et encore une fois, pour un peu les mêmes raisons, ça véhicule des superbes messages, notamment sur le deuil, sur la découverte de soi, sur l'amitié, sur des thématiques en fait que je trouve très importantes à l'adolescence et qui sont parfois difficiles à appréhender. Je trouve que quand on est adolescent, on n'a pas forcément les armes pour exprimer ses émotions, pour accepter ses émotions, que ça soit parce que on est en pleine évolution, on grandit, c'est pas facile d'apprendre à se connaître, mais aussi parce que la société ne nous aide pas forcément à ça. Et je trouve que Le Message de la Tortue, c'est vraiment ce genre de bouquin qui peut apporter quelque chose aux ados, qui peut mettre des mots sur des ressentis, qui peut permettre d'accéder peut-être à une compréhension plus fine de ce que l'on ressent quand on a cet âge-là. Et en plus, c'est hyper bien écrit, c'est d'une beauté, j'ai adoré, et ça parle de quelque chose que je trouve très important et pas suffisamment traité malheureusement en jeunesse, c'est le passage entre l'enfance et l'adolescence, donc le début de l'âge adulte en fait, et tout ce que ça peut impliquer et tous les décalages qu'il y a. Ça veut dire qu'on ne grandit pas forcément de manière régulière, c'est parfois un peu des paliers, on grandit un peu d'un coup, et puis il y a aussi le corps qui parfois grandit avant l'esprit ou vice versa, et vraiment il y a quelque chose de très finement analysé, de très finement réussi et retranscrit dans ce livre, et je ne peux que vous inviter à le découvrir, d'autant que vraiment c'est tout petit, c'était une découverte incroyable, j'ai adoré, j'ai été très émue par ce livre, j'ai trouvé qu'il avait toutes les qualités nécessaires pour être lu par le public cible, mais aussi par des adultes, et je ne peux que vous inviter à le découvrir. Le 11e titre de cette sélection ne surprendra, je pense, personne. Je pense pas. C'est Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. C'est une lecture que j'ai particulièrement aimée. Je sais qu'elle n'a pas du tout fait l'unanimité, parce que les gens, peut-être, s'attendaient à quelque chose de plus proche de Blackwater, et c'est vrai que c'est assez éloigné de Blackwater. McDowell, pour moi, c'est une valeur sûre. J'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il a écrit, j'aime ce qu'il propose, j'aime sa manière de faire, et je trouve qu'il y a quelque chose de très divers, en fait, dans ses écrits, dans ses propositions. Les Aiguilles d'or, ça ne ressemble pas à Blackwater, si ce n'est pour le côté peut-être un peu saga familiale, mais franchement, c'est la seule ressemblance que vous retrouverez entre Blackwater et Les Aiguilles d'or. Pour moi, Les Aiguilles d'or, c'est un livre qui est très engagé et qui est très particulier. En gros, on se retrouve, je crois que c'est à New York, à la fin du 19e, comme très souvent avec McDowell. C'est une période, je pense, qu'il appréciait beaucoup. Et on va suivre une famille de riches, donc la famille du juge, qui a un fils qui est pasteur, enfin voilà, des enfants ou des beaux enfants très insérés dans la société, notamment son beau-fils qui est avocat ou procureur, ou en tout cas qui veut devenir procureur, et le juge va se mettre en tête d'éliminer les délits de la ville, et éliminer les délits, c'est éliminer les délinquants, et éliminer les délinquants, en fait, très rapidement, ça se révèle être éliminer les pauvres. Il a clairement du mépris pour les pauvres, et ce livre va parler de ces deux familles qui vivent en parallèle, en tout cas d'une deuxième famille que j'ai pas encore évoquée, mais qui va être la principale victime de ce juge, et ça va parler beaucoup, pour moi, de lutte des classes, de mépris de classe, de mépris des riches, et de tout ce que ça peut impliquer aussi quand on est riche, et que c'est facile d'avoir du jugement sur les pauvres qui ont des difficultés à se nourrir et qui commettent des délits pour ça. Donc vraiment, c'est un livre qui était très engagé, qui était très cocasse. Il y a ce côté qu'on retrouve beaucoup chez McDowell et qui me satisfait pleinement, c'est-à-dire tout l'aspect vengeance qui était très réussi. Je trouve que c'est un livre qui est très engagé, plus que les autres que j'ai pu dire de lui, plus que Cathy par exemple, mais chaque livre de McDowell est à prendre avec un regard neuf. Cathy, c'est beaucoup plus parodique, alors c'est très horrifique, il y a du dégueu, il y a du crado, mais c'est beaucoup plus parodique, alors que vraiment Les Aiguilles d'or, pour moi, il y a quelque chose de très engagé dans ce livre, et j'ai adoré, je ne peux que vous en recommander la lecture. Si vous cherchez un livre engagé, inséré dans une époque très spécifique, qui est la fin du 19e siècle, avec vraiment une volonté de mettre en avant l'hypocrisie des riches dans ces sociétés,
c'était impeccable, c'était une excellente lecture et j'ai très envie de continuer ma découverte de McDowell. La 11e lecture que je vais vous présenter maintenant, c'est une lecture que j'ai faite très récemment et je ne pouvais pas ne pas la clore parce que je l'ai absolument adorée. C'est Du miel sous les galettes de Rukiata Uwe. J'ai peur d'écorcher le nom de famille. Je vous remets l'image ici, je suis désolée, je veux pas écorcher le nom de famille de l'autrice. Du miel sous les galettes, c'est une recommandation de mes 12 livres par 12 amis de 2024, donc de l'année passée. Et c'est une lecture que j'ai absolument adorée. Je l'ai écoutée en audio, c'était incroyable. C'est un récit de vie, c'est le récit de vie de l'autrice qui est devenue humoriste, qui fait des spectacles de One Woman Show en gros, et elle va raconter une grande partie de son enfance qui se passe au Burkina Faso et tout ce que ça implique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre, à la fois l'organisation de ce pays que moi je ne connaissais pas du tout, l'organisation de la justice, l'organisation des administrations et des institutions. Ça va parler aussi de solidarité, ça va parler de sororité, ça va parler d'entraide, mais ça va parler aussi d'injustice, ça va parler de 1000 choses et ça va parler de langue française et du rapport à la France, du rapport que certains pays d'Afrique colonisés par la France ont à cette langue, ont à la France, et ça va parler aussi d'autres thématiques beaucoup plus difficiles, mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement léger. L'autrice parvient à créer un récit qui, sur le fond, est assez dur parce que la famille vit une injustice fondamentale, mais sur la forme est léger. Et j'ai trouvé qu'elle transmettait dans cet ouvrage toute la force de sa famille, mais surtout de sa mère particulièrement, et qu'elle transmettait des émotions exceptionnellement belles, et c'était juste, et c'était beau, c'était émouvant, mais pas dans le sens, c'est pas tire-larme en fait, c'est émouvant parce que c'est beau, et parce que ça peut faire aussi écho, je pense, en nous, pour certaines choses, et enfin bref, c'était excellent. Sur tous les points de vue, c'était excellent. Ça m'a permis de découvrir des choses sur la culture du Burkina Faso. Ça parle aussi de pauvreté. J'ai été très touchée par la fin, j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable, très très bonne lecture. Je ne peux que vous inviter à le découvrir, vraiment. Je sais que c'est du contemporain, c'est pas forcément ce que vous recherchez quand vous venez ici parce qu'on parle beaucoup d'imaginaire, mais ça se lit tout seul. Et si vous voulez, vous pouvez le trouver sur Nextory. Ça s'écoute tout seul. En plus l'écriture c'est vraiment très très bonne et c'est à la fois drôle, à la fois léger, à la fois émouvant. C'est instructif, c'est intelligent, c'était vraiment une lecture de très très grande qualité. 10e livre de ce top, c'est Sweet Harmony de Claire North, qui est donc un format très court publié dans la collection Une heure lumière de Le Bélial que j'ai absolument adoré. Et Dieu sait que ce livre est un coup de poing, une grosse claque et c'était incroyable. Encore une fois, c'est un livre qui est engagé parce que vous remarquerez que je lis beaucoup de livres assez engagés, même si ça s'est pas vendu comme tel, c'est pas forcément des essais. Mais Sweet Harmony est un livre très engagé et sur très peu de pages et très très accessible si vous voulez découvrir le style de cette autrice parce que elle a un style qui est assez incisif, assez particulier. En gros, Sweet Harmony, c'est une société un peu futuriste où vous pouvez payer pour des abonnements de nanobots, je crois qu'on dit, donc des améliorations qui vont gérer votre santé, mais qui vont en fait pouvoir gérer d'autres choses comme avoir les dents blanches, changer la couleur de vos yeux, avoir une peau parfaite, ne pas prendre de poids. Bref, tout ce que vous voulez. Et on va suivre Harmony qui au tout début va se retrouver avec un énorme bouton qui va pousser. Et si au début ça paraît très léger, très futile et qu'on se dit que ouais c'est pas si grave, on va vite se rendre compte que dans cette société où tout n'est qu'apparence, avoir un bouton ça implique énormément de choses, surtout quand vous vous retrouvez en défaut de paiement de vos abonnements. C'était une lecture qui était édifiante, c'était une lecture qui avait quelque chose d'horrifique dans la manière dont peu à peu on va sombrer avec ce personnage dans l'horreur de cette société qui est extrêmement à la fois individualiste mais aussi uniquement basée sur l'apparence et en même temps une société où on monnaie la santé. C'était tellement intelligent, tellement bien écrit, tout le travail de narration était exceptionnel, j'ai adoré cette lecture, je ne peux que vous la recommander. Sachez cependant qu'il y a des trigger warnings, comme dans beaucoup de mes lectures me direz-vous, mais il y a des trigger warnings, hein, vous imaginez bien, autour des TCA par exemple, mais pas que, aussi autour de relations d'emprise et de relations abusives. C'était néanmoins une très bonne lecture, très engagée, que je ne peux que vous inviter à lire, qui pousse à la réflexion et qui m'a vraiment apporté quelque chose
chose qui m'a touchée, qui m'a bouleversée et à laquelle je repense encore aujourd'hui. Donc vraiment, elle mérite à 100% de faire partie de ce top. La 9e lecture de ce top, c'est une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian. Est-ce que j'ai besoin de vous dire l'amour que j'ai pour l'écriture de cet auteur? Je pense que si vous me suivez, vous le savez. Une valse pour les grotesques, pour moi, c'était le sommet de l'art de Chamanadjian. Alors, on est d'accord, de lui jusqu'à présent, on n'a que la trilogie Capitale du Sud et cet ouvrage, mais si j'ai adoré Capitale du Sud pour toutes ses inspirations, pour son écriture, pour sa richesse, Une valse pour les grotesques, c'est encore au-dessus. C'était exceptionnel. Le jeu sur la mise en abîme de la fiction, il y a une mise en abîme qui est exceptionnelle, qui est intelligente, qui est bien faite. On est avec des personnages qui sont très bien caractérisés, qui sont tout comme l'étaient ceux de Capitale du Sud, très particuliers, qui restent en tête par leur personnalité. On est avec une intrigue qui est à la fois surprenante, déroutante, et c'est ce que fait très bien Chamanadjian. Il vous prend par la main et il vous mène là où il veut, et vous laissez totalement porter, guider, et vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez gaiement. C'était vraiment excellent. J'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré toute l'ambiance, et je pense que c'est vraiment un des points forts de Chamanadjian, c'est l'ambiance qui se dégage de ses ouvrages. C'est toujours très particulier, c'est toujours très très sensoriel, voire sensuel parfois. En fait, Chamanadjian, pour moi, c'est un auteur qui écrit de la magie, et c'est vraiment l'équivalent le plus valable de ce qu'on peut lire adulte pour ressentir l'émerveillement qu'on pouvait ressentir quand on lisait enfant, en fait. Pour moi, vraiment, Chamanadjian, il fait ça très bien. Il arrive à vous, enfin en tout cas avec moi, il arrive à me faire ressentir ce que je ressentais quand je découvrais la fantaisie enfant, et je trouve ça fort. Même si vous voulez tenter de découvrir le style Chamanadjian, Une valse pour les grotesques, c'est un one-shot, donc allez-y, et ça se lit tout seul, parce que bien que ce soit relativement complexe, c'est aussi très bien fait, très bien pensé, c'est très ciselé, ça coule tout seul et vous vous sentez pas perdu, je trouve, donc n'hésitez pas à découvrir cet ouvrage. Le 8e livre que j'ai mis ici était une découverte de cette année, et c'est Quand vient la horde d'Aurélie Luong, que j'ai lu avec Emmeline, et qui a été un coup de poing, encore une fois, et une excellente, incroyable lecture. Quand vient la horde, c'est de la dark fantasy, et si vous avez l'impression que ça n'en est pas quand vous le lisez et que vous avancez, vous allez vous rendre compte autour des 80-85% que c'est bel et bien de la dark fantasy. C'est extrêmement trigger ce qui se passe à la fin, je vous le dis, c'est très dur, mais quelle lecture exceptionnelle. Ça m'a laissé une impression très forte qui m'a marquée au point que j'ai envie de vous en reparler ici. Je vais pas vous reparler forcément du résumé parce que c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour moi dans ce livre, c'est d'abord le contexte, puisqu'on est dans un contexte de Corée colonisée par des Russes, je crois. Donc on a tout un univers très particulier, auquel on n'est pas habitué, et en fait tout simplement un contexte historique très spécifique qui fonctionne très bien, je trouve. Et en plus de ça, on est sur quelque chose d'assez engagé, encore une fois, autour du racisme et autour du rejet des différences et d'autrui, autour du colonialisme, et avec un personnage principal qui va avoir une très grosse évolution. Pas forcément toujours dans le bon sens, mais qui était très touchant, et était très particulier, et tous les personnages apportaient quelque chose. C'est encore une fois un livre qui a des personnages très spécifiques, très caractérisés, et je trouve que le génie de l'autrice, c'est de réussir à faire en sorte que vous vous attachiez à des personnages qui ne sont pas forcément des bonnes personnes. Ce que l'autrice a réussi à faire pour moi, c'est extrêmement fort. Vous présentez des personnages qui sont quand même des mercenaires, donc pas des personnages forcément très sympathiques. Réussir à créer quelque chose, un lien entre la lectrice et ses personnages, et tout ce que ça va impliquer pour la suite. Pour moi, c'était magistral et c'était très réussi, et j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré l'histoire. Je me suis laissée porter, je l'ai dévoré, j'ai été retournée, et vraiment, je ne peux que vous inviter à le lire si vous vous en sentez capable. Vraiment, la fin est très dure, violente, trigger, à avoir la nausée, je vous le dis. 7e livre que j'ai mis ici, et c'est aussi un livre qui m'a beaucoup touchée, beaucoup retourné, que je trouve essentiel, mais que je n'ai pas suffisamment vu passer, en tout cas à mon sens. C'est Sambre d'Alice Géraud. Sambre, c'est une enquête journalistique menée par Alice Géraud qui va revenir sur
30 ans, je crois, de viols qui ont été commis, donc un serial violeur, je pense qu'on peut dire, elle va refaire toute l'enquête des premiers jusqu'au plus récent. Et ce que j'ai trouvé très particulier dans le travail de cette journaliste et de cette autrice, c'est qu'elle se penche presque exclusivement sur les victimes. Elle humanise les victimes, elle en fait des êtres vivants, elle en fait des personnes, des individus avec une vie avant, une vie après, tout ce qui a pu se passer entre ce qui leur est arrivé, ce qu'elles ont subi et le procès. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas suffisamment, et je trouve qu'elle le fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur aussi, et avec beaucoup de justesse. Elle dénonce tout ce qui n'a pas été fait, elle dénonce le travail de la police qui n'a vraiment... qui n'en avait un peu rien à faire, en fait, tout simplement, je pense qu'on peut dire. Et elle va à certains moments mettre en parallèle, sur de très très courts chapitres, des moments de la vie du violeur avec ce qu'il a fait. Et elle met en exergue à quel point le violeur était un homme comme tout le monde, et je trouve qu'elle fait ça avec beaucoup de justesse, et vraiment c'est un livre qui à la fois vous montre à quel point cet homme est un humain comme les autres, est un individu comme les autres, et monsieur tout le monde, et en même temps à quel point c'est un monstre qui détruit des vies sans scrupules, et qui ne considère pas les femmes en fait comme des êtres humains tout simplement, mais comme des objets dont on peut se servir. Et je trouve que ce livre véhicule plein de messages au-delà de cette histoire très précise, mais sur le patriarcat, sur la misogynie et sur l'éducation que reçoivent les garçons. Je trouve que vraiment c'est quelque chose de très complet. C'est très dur, c'est très très dur, vraiment, vous l'imaginez bien. Elle reprend ce qu'ont vécu ces femmes avec beaucoup de précision, et je trouve ça important aussi parce que si certains peuvent trouver ça voyeuriste, moi je pense qu'il est temps de mettre des mots sur ce qui est vécu, et je trouve qu'il n'y a pas de fausse pudeur à avoir. Au contraire, et c'était l'un des enjeux du procès de Mazan et de ces vidéos que les avocats voulaient diffuser, et que évidemment les avocats de la défense ne voulaient pas qu'elles soient diffusées en disant que ça n'apportait rien. Eh bien si, en fait, mettre des mots, poser des mots sur des actes de manière précise, de manière crue, c'est aussi se mettre la vérité face à soi et arrêter de se voiler la face et de faire comme si c'était pas si grave. Et vraiment c'est ce que fait ici Alice Giraud avec beaucoup de finesse, une certaine pudeur aussi malgré tout, mais la juste mesure, et c'était une lecture incroyable, et ça faisait partie d'ailleurs de mes 12 livres par 12 amis, comme quoi je vous dis j'ai fait d'excellentes découvertes. La 6e lecture que j'ai mis ici, ça a été une lecture surprise de fin d'année que j'ai adoré. C'est un SP que j'ai reçu, que j'avais pas demandé, et je suis très contente de l'avoir reçu puisque c'est Les Chants de la Lune de Catherine Dufour que j'ai reçu juste avant les Utopiales, que j'avais attaqué pour les Utopiales et que j'ai adoré. C'est de la science-fiction, je pense qu'on pourrait dire un peu d'anticipation, puisque les humains ont dû partir de la Terre qui n'était plus viable et ont migré sur la Lune, se sont installés sur la Lune, et on va suivre en particulier un personnage qui vit sous une espèce de dôme sur la surface de la Lune et qui a pour mission dans la vie de cultiver des plantes qui étaient sur Terre, et certains animaux aussi qui ont réussi à être sauvés et qui se sont adaptés en fait à cette nouvelle manière de vivre. Et on va la suivre à la fois dans ce quotidien très lent, tourné sur la nature, et en même temps dans des choses beaucoup plus d'action, j'ai envie de vous dire, puisqu'il y a une épidémie qui tue tous les humains et qu'elle va chercher à comprendre pourquoi, puisque quelqu'un qu'elle aime va être touché par cette épidémie, et évidemment ça ne va pas lui apporter que des bonnes choses. J'ai trouvé que c'était un livre qui jouait extrêmement bien, à la fois sur le côté contemplatif, sur le côté très lent, et en même temps sur le côté action. J'ai adoré le personnage principal, dont je me souviens évidemment plus le prénom comme à chaque fois, mais j'ai adoré, elle me faisait penser un petit peu à Break, le fameux Break d'Anne Leckie. Alors je dis mais Break n'est pas genré. Et je trouvais que c'était intelligent, c'était bien écrit, c'était une très juste mesure, je vous dis, entre du lent, du contemplatif et de l'action et des révélations. J'ai eu un coup de cœur pour la plume de l'autrice, j'ai eu un coup de cœur pour son univers, et je n'ai qu'une envie, c'est de lire plus de Catherine Dufour. J'ai pas forcément grand chose à ajouter, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans ce bouquin, que ce soit d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue autour de l'humanité, des méfaits que commet l'humanité vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de la nature, vis-à-vis
des animaux et c'est un livre qui a une juste mesure entre des propos engagés mais une vraie histoire qui se tient, qui est valable, qui est passionnante. Voilà. 5e livre, et encore une fois pas une surprise, c'est Girlfriend on Mars de... j'ai un trou de mémoire. Deborah Willis. Pareil, qui était un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Rivage et que j'ai adoré, et c'est encore de la SF. Girlfriend on Mars, c'est excellent parce que ça mélange des concepts qu'on connaît comme la télé-réalité et en même temps c'est un livre qui est hyper engagé. Alors je sais que ce livre n'a pas fait l'unanimité pour plein de raisons, mais moi j'ai adoré. En gros, on va suivre une jeune femme qui était destinée à devenir championne olympique de gymnastique, je crois, mais qui a été blessée et qui, suite à ça, a tout arrêté. Elle s'est mise en couple avec un jeune homme de son âge. Ils vivent ensemble et ils ont une vie très plan-plan pépère qui convient très bien à Kevin, mais qui ne convient pas du tout au personnage féminin. Me demandez pas pourquoi j'ai retenu Kevin et pas le nom de la fille. C'est comme ça. Et donc, elle va s'inscrire dans le dos de son compagnon à l'émission On Mars, je crois. Mars On ? Je sais plus, bref, qui est une émission qui va chercher un certain nombre de participants, je crois 24, 12 femmes, 12 hommes, un peu sur tous les continents de différents pays, qui va les faire s'affronter dans des épreuves sur Terre, et quand il n'en reste que 2, on les envoie sur Mars, et ils doivent créer une espèce de colonie sur Mars. Je pense que j'ai pas besoin de développer beaucoup plus les thématiques pour que vous compreniez en quoi c'est engagé. Ça parle d'humain, ça parle d'humanité, ça parle de ces générations, en fait, la mienne et voilà, celle d'après et peut-être même celle d'avant, qui sont un peu perdues en fait entre la réalité, l'écologie, le climat, le capitalisme et nos aspirations. Et vraiment, ça parle de ça. Ça parle à la fois de technologie, mais en même temps de ce que ça peut avoir de positif comme de négatif. Ça parle de l'aspect très vain de l'humanité, quelque part. Ça parle de milliardaires qui se prennent pour des demi-dieux, voire pour des dieux. Ça parle de 1000 choses. C'est très humain et les personnages, pour moi, étaient attachants dans tout ce qu'ils avaient de faible en tant qu'humains. Et je sais que plein de gens ont détesté les personnages parce que ce sont pas des bons personnages. Mais en fait, c'est pas un livre qui est manichéen, c'est des humains avec des faiblesses. Ça veut dire que ce que vous savez d'eux, c'est ce que l'autrice en dit. Enfin, je veux dire, vous avez un accès très intime à eux, mais si vous les aviez rencontrés dans la rue, ça aurait été des humains tout à fait lambda, en fait. Et je trouve que vraiment l'autrice joue très bien là-dessus, sur cet aspect, ce qui se passe à l'intérieur et ce que l'on montre, notamment avec le personnage féminin qui est vraiment dans un rôle et qui montre des choses et qui a une certaine force, qui est un personnage qui est très fort en fait, mais tout ce qui se passe dans son intimité, dans son intériorité, qui est beaucoup moins sûre d'elle et qui doute de ses choix, mais qui a envie de faire quelque chose et a envie de bouger et qui est bloquée dans cette espèce d'immobilisme qui est étouffant pour elle, et c'était vraiment très très chouette. C'est aussi assez drôle par certains aspects, c'est à la fois une sorte de satire, je pense qu'on peut dire, de la société, avec quelque chose d'un peu cocasse, un peu comique, et en même temps c'est tragique, et surtout je pense que ce qui fait que c'est devenu un coup de cœur, c'est la fin. J'ai adoré la fin. La fin est tellement sombre, tellement dur, tellement glauque, et c'est tellement intelligent. J'ai adoré. Je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage, vraiment c'est exceptionnel, et si vous n'êtes pas forcément ultra fan de space opéra ou de planète opéra, sachez que l'aspect espace arrive vraiment tout à la fin, et que tout le long de l'ouvrage on est beaucoup plus sur l'aspect épreuve sur Terre, donc voilà, vous pouvez tenter quand même. 4e livre de cette sélection, je ne pouvais pas ne pas le mettre ici parce que je l'ai adoré. C'est Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic, qui a été une découverte et un coup de cœur. J'ai adoré ce livre, je l'ai personnellement plus aimé encore, je pense, que du Thé pour les fantômes que j'avais déjà adoré. Pourquoi ? Je pense que ça tient l'univers de fantasy tout simplement. C'est un univers qui me parle beaucoup plus que l'univers un peu plus contemporain qu'il y a dans du Thé pour les fantômes. J'ai adoré Dernier jour d'un monde oublié. Pareil, c'est de la dark fantasy, c'est sombre, c'est engagé, ça parle de plein de choses. Le tout avec une plume et une patte extrêmement particulière, avec aussi, comme dans du Thé pour les fantômes, un côté plus léger entre les chapitres qui apportent des bouffées d'air frais qui sont vraiment nécessaires. Ici, en gros, on est sur une espèce d'île et tous les habitants de cette île en sont persuadés que l'humanité a disparu, qu'elle n'existe plus, qu'ils sont les derniers survivants. Et donc, ils ont accueilli les derniers réfugiés au moment où la catastrophe est arrivée. Et on est vraiment sur une île où du coup, il y a des castes où les réfugiés qui viennent d'ailleurs, mais qui sont là depuis maintenant
un certain nombre d'années, je pense que ça se compte en centaines d'années, sont toujours considérés comme des inférieurs et en gros, toute l'île a une organisation extrêmement précise parce que la consanguinité, donc vous pouvez pas vous marier avec qui vous voulez, vous pouvez pas vous reproduire comme vous voulez, il y a un nombre d'habitants max et quand on atteint ce nombre, eh bien il faut se débarrasser des personnes plus âgées, enfin voilà, c'est vraiment très sombre de base avec une religion qui est très présente, avec un pouvoir établi qui est très très puissant. J'ai trouvé que c'était un livre qui était exceptionnellement bon, exceptionnellement bien écrit, qui présentait des personnages intéressants, assez nuancés, et vraiment, ce livre m'a embarqué. Je l'ai dévoré, en fait, je l'ai dévoré parce que ça se lit tout seul, parce que c'est prenant, parce que Chris Vukicevic a vraiment une écriture qui fonctionne super bien avec moi, et je ne peux que vous inviter à le découvrir. C'est de la très bonne dark fantasy française et j'ai adoré. Voilà, je sais pas quoi vous en dire d'autre, si ce n'est que foncez parce que c'était incroyable. Nous arrivons dans mon top 3. Si jamais vous avez des prédictions top 3, dites-les moi en commentaire. Si vous vous souvenez d'une lecture que j'ai pu faire et adorer en 2024, dites-le moi en commentaire avant de continuer la vidéo. Mais je serais curieuse de savoir à votre avis quels seront les livres de ce top 3. On va découvrir ça tout de suite. Troisième livre donc du top 3, c'est Qui après nous vivrait d'Hervé Lecor. J'ai adoré ce livre. J'ai adoré ce livre, je l'ai adoré sur le moment, mais plus le temps passe et plus je l'aime ce livre. J'ai trouvé que c'était un post-apo d'une qualité incroyable. En gros, on est sur le moment de bascule, en fait. Ça veut dire déjà, ça va pas très bien. Concrètement, on est à Paris, je crois. Ça se passe pas très bien. Il y a beaucoup de restrictions. Il y a beaucoup de pauvreté, de gens qui sont dans des espèces de camps avec des tickets de rationnement. Enfin, c'est vraiment un contexte très particulier. Et nous, on suit un couple et leur bébé. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, le conjoint va disparaître. Alors, je sais plus exactement l'ordre chronologique, mais ça arrive plus ou moins en même temps. Le conjoint disparaît et de manière définitive, l'électricité se coupe et donc la jeune femme se retrouve seule avec leur bébé et va devoir trouver un moyen de survivre en fait et de s'enfuir de la ville qui devient de plus en plus hostile. Et donc on va suivre plusieurs générations de cette famille, donc cette mère, sa fille, la fille de celle-ci. Et, attendez, j'ai un doute sur le nombre de générations. Je crois 4 générations de filles, de femmes, et on va les suivre à travers leurs voyages, leurs expériences positives et très souvent négatives. Et c'est un livre qui est vraiment très dur. Vraiment, c'est un livre qui est très très dur. D'autant plus, je pense, si vous êtes une femme, d'autant plus si vous avez des enfants, je pense encore plus si vous avez une fille, parce qu'elle traverse des choses d'une violence inouïe, parce que la société se radicalise et que les femmes deviennent, c'est un peu la Servante écarlate, mais fois 100. Je pense qu'on peut dire. Et c'est d'une violence, mais c'est d'une justesse. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'Hervé Lecor parvient à écrire des personnages féminins qui fonctionnent. Je trouve qu'il parvient à ne pas se permettre de prétendre savoir ce que vivent les femmes, mais malgré tout, réussir à se positionner du point de vue patriarcal pour parler de l'injustice que vivent les femmes. Je ne saurais pas vous dire, mais j'ai trouvé que c'était d'une justesse. Voilà, c'était très très bon. Et en plus de tout ça, la plume d'Hervé Lecor est incroyable. Il l'écrit extrêmement bien. C'est extrêmement bien écrit. Pour moi, c'est un très juste milieu entre quelque chose d'accessible, de fluide, de lisible et quelque chose de très beau, en fait, avec une très belle langue. Et c'était incroyable. Ça m'a pris aux tripes ce livre, ça m'a marqué, ça m'a touché et ça travaille encore dedans moi. Et je pense que c'était l'un des critères aussi pour que ces 15 livres se retrouvent dans ce top. C'est des livres qui, malgré le temps, continuent à travailler en moi et à résonner en moi, voire même que plus le temps passe, plus j'apprécie. Et vraiment, celui-ci, c'est un de ceux qui me revient le plus souvent en tête et que j'ai le plus envie de relire et que je pense que je vais me procurer en physique parce que je l'ai aimé, tout simplement. Top 2 de mes lectures, et cette vidéo est beaucoup trop longue. Vous ne serez surpris d'aucun des 2 premiers titres, et je suis désolée, ça risque d'être presque trop attendu, mais c'est comme ça. Deuxième livre de ce top, c'est Betty de Tiffany McDaniel. J'ai adoré Betty. J'en ai extrêmement longuement parlé dans un vlog, j'ai détaillé toutes les thématiques, j'en ai fait une analyse, je pense, assez poussée et je ne compte pas la refaire ici. Sachez juste que pour moi, ce livre, c'était la perfection. La perfection entre une plume d'une beauté, mais incommensurable, vraiment la poésie qui se dégage de ce livre, la douceur, c'est un livre qui est dur, c'est un livre qui est très dur, c'est un livre qui parle de choses affreuses et
Le génie de Tiffany McDaniel, c'est de réussir à montrer que bien qu'on vive en tant qu'humain, alors certains plus que d'autres évidemment, des tragédies, des choses difficiles, il y a de la beauté aussi. Et il y a des beaux moments aussi, et il y a des beaux humains aussi. C'est pas une manière d'excuser ce qui se passe, pas du tout, parce que c'est clairement condamné. C'est une manière de montrer que oui, il y a des choses dures, mais il y a aussi de la beauté, et c'est ce que vit Betty, c'est ce que vit la famille de Betty de manière générale, avec évidemment tous les traumatismes qui restent et tout ce que ça provoque avec le temps aussi, quand on ne voit pas un psy et que voilà. Mais c'était incroyable, et surtout le fait que Betty soit narratrice de cette histoire et soit le témoin principal des histoires des femmes de sa famille, c'est quelque chose que j'ai trouvé très fort, très puissant. C'est un livre qui est puissant, c'est un livre qui est émouvant, c'est un livre qui est profondément révoltant, mais c'est aussi un livre qui est sublime, qui est beau, qui est profondément beau, et la traduction est d'une qualité vraiment. Le traducteur, c'est... Comment je l'ai pu oublier ? Jean-François App ou François App, je vous remets là, vraiment, c'est exceptionnel. Le travail qu'il a fait sur les Tiffany McDaniel est d'une qualité incroyable, et voilà, lisez Betty. Moi j'ai mis du temps à le lire, j'avais peur, mais je ne regrette pas. Tiffany McDaniel est sûrement mon autrice préférée à l'heure actuelle, j'ai tellement aimé Betty. Et ça nous fait arriver tranquillement à mon numéro 1 de cette sélection, qui est donc Du côté sauvage de Tiffany McDaniel. Je suis désolée, je n'ai pas pu choisir, je n'ai pas réussi à choisir, et je ne voulais pas ne pas mettre les deux parce que les deux étaient exceptionnels, tout simplement. Pourquoi je l'ai mis au-dessus de Betty ? Je saurais pas vous dire. Honnêtement, je pense que c'est un livre qui a moins ce côté onirique, mais qui a plus ce côté réaliste. En gros, c'est un espèce de true crime, presque, parce que ici, Tiffany McDaniel reprend une histoire qui est vraiment arrivée, des meurtres en série qui sont arrivés, de femmes, et elle écrit l'histoire de ces femmes, et elle donne une voix à ces femmes qui, au moment où elles ont été tuées, n'ont pas forcément été considérées parce qu'elles étaient pauvres, parce qu'elles étaient travailleuses du sexe, parce qu'elles étaient droguées, parce qu'elles n'étaient personne. Et Tiffany McDaniel leur donne une voix. Et je pense que c'est ce qui m'a particulièrement touchée aussi, c'est l'engagement de l'autrice en choisissant de donner une voix à ces femmes, en choisissant de les mettre en avant, en choisissant de les faire exister et de les faire sortir de l'oubli, mais surtout tout l'aspect universel du destin de ces femmes, et c'est ce que j'ai trouvé prenant, touchant, et qui m'a retourné aussi. Je pense que ce qui m'a retourné aussi, c'est qu'encore une fois, on suit des enfants, on suit des jumelles qui vont être totalement broyées par la vie, broyées par des femmes, une mère et une tante qui sont elle-même broyée par la vie, et cette espèce de répétition de schéma. C'est un livre qui est plus dur que Betty, parce que Betty, bien qu'elle vive des choses très difficiles, bien qu'elle voit des choses très difficiles aussi arriver aux femmes de sa famille, elle a tout un aspect d'évasion, et elle a son père qui n'est pas parfait, qui a des failles aussi, mais qui est là pour elle, qui est là pour la soutenir. Et c'est pas le cas de nos jumelles dans Du côté sauvage, et elles sont livrées à elles-mêmes, et finalement elles vont se créer cette espèce de famille entre femmes, de sororité, de clan sororal, pour s'aider, se soutenir, se protéger. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable dans Du côté sauvage, et j'ai adoré. Voilà, je ne peux que vous recommander la lecture de ce livre, en sachant qu'il est, encore une fois, extrêmement trigger. Il y a plus ou moins les mêmes triggers que dans Betty, concrètement, mais il est plus sombre, il est plus dur, il est... vous savez, c'est ce genre de livre où vous avez des pointes d'espoir, où vous vous dites c'est bon, cette fois-ci, ça va fonctionner, et en fait on retombe dans ce cycle infernal, et je trouve qu'elle montre très bien ça, en fait, Tiffany McDaniel, à quel point si la société vous laisse tomber, si les autres vous laissent tomber, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est trop dur, c'est trop compliqué, et même quand on s'entraide entre nous, il y a vraiment ce besoin d'une structure sociale, d'une structure institutionnelle pour vous aider. Et elle montre ça aussi, je trouve, beaucoup dans Du côté sauvage, toutes les défaillances de la société, et vraiment c'est une lecture incroyable. Ça m'a tellement touchée, tellement retournée. Et encore une fois, la traduction est incroyable. Donc n'hésitez pas à découvrir Du côté sauvage si vous vous en sentez capable, parce que vraiment, c'est très dur. C'est très très dur. Et si vous êtes touché par le destin des enfants, c'est d'autant plus dur que là, vraiment, on est sur des petites filles livrées à elles-mêmes, victimes. Et
C'est déchirant, mais c'est un livre qui est très important. Et pareil, j'en ai fait une très longue chronique en vidéo. J'essaierai de vous la remettre en barre d'infos si ça vous tente, où je développe les thématiques, où je développe l'écriture, la narration, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, c'est tout pour ce top 15. Ça a été beaucoup trop long. Je vais essayer de faire un montage de telle sorte que je coupe ce qui ne sert à rien pour que ça ne soit pas si long, parce que je n'arrive pas à m'arrêter de parler. J'aimerais réussir à faire mon avis en une phrase. De toute évidence, je n'en suis pas capable. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura intéressé. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour la vidéo flop. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle année entourée des personnes que vous aimez. Une année qui sera plus douce, je l'espère, que 2024. Mais j'ai peu d'espoir, en tout cas en termes de société, mais écoutez, nous verrons bien. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!